y a-t-il des opportunités pour la création de nouvelles zones protégées? Est-ce qu'il y a des exemples connus? Je sais que je vois Ellie qui a un petit sourire en coin sur la création de nouvelles zones. Donc, et voilà, comment peut-on réagir à ouvrir de nouvelles zones protégées et anticiper justement tout ce qui est montée des eaux. Et enfin, nous, je pense que dans le coin, dans le Pertuis charentais, on a ces questions qui se posent avec justement les aires protégées qu'on a et qui risquent d'être sous l'eau. Donc, Et si je souris, c'est parce que Fabien est justement en train de travailler d'arrache-pied sur cette question-là, donc je vais le laisser répondre. Ouais, c'est ça. Alors oui, c'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'on va faire de ces aires protégées qui risquent d'être en partie submergées par la hausse du niveau marin? Alors la tendance n'est pas à l'implémentation de digues. On est plutôt sur l'idée, c'est plutôt d'essayer de faire reculer, de faciliter le recul des zones humides à l'intérieur des terres. Par contre, le problème qu'on a, et notamment en Méditerranée, c'est qu'on a une très forte pression d'urbanisation, notamment sur les côtes, et qui ne va pas laisser forcément beaucoup de place aux zones humides de reculer. Et donc, à cet effet de l'urbanisation, on a d'autres effets qui s'ajoutent et qui vont empêcher le recul des zones humides. On a notamment un très faible apport sédimentaire en Méditerranée par rapport à la côte atlantique, typiquement, du fait non seulement qu'il n'y ait pas de marée, mais également d'un très faible apport sédimentaire par les fleuves, du fait de la construction de nombreux ouvrages hydrauliques. Et donc, avec tous ces facteurs-là, on pense que les zones humides en Méditerranée vont avoir beaucoup de mal à reculer. Et donc, on s'attend à ce que l'augmentation du niveau marin entraîne une perte nette de zones humides côtières, et notamment de zones humides côtières d'importance nationale. On a nos sites côtiers qui sont particulièrement d'importance pour les oiseaux d'eau en Méditerranée. Bon, je ne sais pas si ça répond totalement à la question. Si, enfin, bon, ça, on se rend compte qu'il y a une perte, mais tout ce qui est opportunité justement d'en créer d'autres, mais ça revient un petit peu aux discussions que Ellie avait précédemment sur un petit peu les limites de pouvoir prédire où est-ce qu'on pouvait placer d'autres aires protégées en fait. D'autant plus dans des pays comme les nôtres qui sont quand même bien industrialisés et bien peuplés. Et donc, c'est vrai qu'il y a quand même une limite à ce qu'on peut faire. On a quelqu'un qui est conservateur bénévole pour Conservatoire d'espaces naturels en Hauts-de-France, une petite zone humide. Et la question, donc ça vaut à tous, ces petits sites ont-ils une réelle importance pour les oiseaux d'eau en se cumulant les uns aux autres ou sont-ils secondaires? C'est vrai qu'on parle des sites, des zones humides d'importance internationale pour les oiseaux d'eau, mais c'est vrai qu'on a quand même plein de petits sites qui sont répartis un petit peu partout, qui ont cumulé, ont quand même une importance. Et donc, quid de ces sites-là et peut-être de leur importance dans le futur? Si je peux apporter un petit élément de Vas-y. réponse, oui, absolument, ces petites zones humides sont très importantes pour les oiseaux d'eau, notamment pendant la migration, pour faire des haltes migratoires. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les oiseaux d'eau qui comptent, et il y a plein d'espèces qui bénéficient de ces petites zones humides. D'ailleurs, l'Union européenne a beaucoup planché ces 2 dernières années sur un projet de loi, donc c'est la loi sur la restauration, la loi européenne sur la restauration écologique. Et un des paramètres clés de cette loi qui devrait être votée par le Parlement européen, c'est la création de petites unités de zones humides. Donc, c'est reconnaître absolument cette importance des zones humides, même des petites, pour la conservation des espèces. Alors, c'est pas là où on va forcément aller compter, puisque les comptages wetland focalisent un peu sur les grosses zones pour avoir des tailles de population qu'on puisse arriver à les estimer. Donc, c'est pas forcément en diluant les efforts de suivi qu'on peut arriver à faire ça. Mais d'un point de vue écologique, oui, les petites zones humides ont de l'importance, qu'elles soient déjà en place ou qu'on les recrée pour le futur.
D'ailleurs, enfin, j'allais dire, c'est qu'on compte quand on parle de 533 sites en France, sites fonctionnels, on compte aussi d'autres sites que n'intègrent pas le calcul des tendances d'espèces, mais qui participent quand même aux effectifs. Et du coup, ça nous permet quand même déjà d'avoir en plus des comptages sur des sites un peu de moindre importance, mais qui par la suite nous permettraient de suivre justement peut-être l'évolution. Et le fait d'avoir ces comptages qui sont quand même faits et qui sont aussi la cartographie de ces sites, pour nous c'est déjà donc important. Donc on encourage quand même les gens à les compter autres que les gros sites. Sur la progression du pigargue vers l'ouest européen et de son introduction actuelle depuis les rives du lac Léman, est-ce que les chiffres du wetland permettront de donner de l'impact de ce rapace sur les sites d'hivernage des oiseaux d'eau? Est-ce qu'il y aura un... Oui, bah de toute façon, faut comprendre que le pigargue revient naturellement en France. Est-ce qu'on a besoin réellement de réintroduire des espèces comme c'est fait sur les lacs Léman? Je ne pense pas personnellement, puisque les efforts de conservation qui ont été faits sur l'espèce donc ont permis notamment son retour en Europe depuis des pays plus nordiques. Et donc oui, nous, les données wetland permettent en tout cas actuellement de voir le lien entre l'arrivée, donc on a 3 couples pour l'instant, 3 ou 4 qui se reproduisent actuellement naturellement et qui sont revenus naturellement en France, donc principalement dans l'est de la France, et puis récemment en Dombes. Et voilà, c'est un débat, mais moi je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'accompagner ces populations qui sont de retour naturellement en France, et particulièrement sur le lac Léman, ce qui pourrait poser des problèmes de conflits avec les pêcheries, etc. Enfin, on connaît bien ces problématiques là. Il y a quelqu'un qui voudrait bien savoir quels sont le nom des zones humides d'importance internationale, on repart sur le Ramsar, qui n'ont aucune protection en France. Ouais, alors, avant de donner des noms, je peux déjà donner quelques chiffres. J'ai un petit peu remis le nez dans les données avant la présentation. Donc en France, on a identifié 59 zones humides d'importance internationale, et parmi ces 59, on a identifié une grande partie, donc 37, qui n'avaient pas le statut Ramsar, dont le statut n'était pas officiellement reconnu. Et donc 22 qui sont à la fois que l'on a qualifié à la fois de zones humides d'importance internationale et dont le statut est reconnu officiellement. Sachant que on a également en France, j'ai peut-être des chiffres un petit peu différents de ce que Gomenal a présenté, mais parmi les sites que nous on a étudiés, qu'on a pris en compte dans notre étude, on avait 37 sites qui étaient officiellement reconnus comme Ramsar. Alors là, par exemple, sous les yeux, j'ai la baie de Douarnenez, j'ai l'estuaire de la Seine, le lac d'Annecy, après plusieurs sites littoraux, Pas-de-Calais, Dunkerque, la côte est du Cotentin, la rade de Brest, voilà, pour donner quelques exemples. Si jamais il y a des demandes plus sur des sites en particulier, on pourra, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. On peut fournir la liste des sites dont le statut des sites qui sont considérés comme d'importance internationale pour les oiseaux d'eau, mais dont le statut n'est pas officiellement reconnu. Quand je repars sur le critère C2 de la convention de Ramsar, quelqu'un qui pose la question, espèce menacée est-ce que tu peux étendre un petit peu plus sur ce qu'est ce critère C2? Parce que c'est vrai que tu dis espèce menacée, alors il y a des questions, c'est à partir de quel classement IUCN, donc liste rouge, donc est-ce que ça part de vulnérable ou en danger? Et puis quand tu dis régulièrement, en fait, comment tu interprètes régulièrement, en fait? J'imagine que ça a dû quand même être un peu plus défini. Ouais. Alors, en ce qui concerne les espèces menacées, on se base sur la liste rouge mondiale, liste rouge IUCN, et on a considéré une espèce comme menacée à partir du moment où son statut était vulnérable ou encore plus défavorable que vulnérable, donc en danger ou en danger critique. Donc ça, c'était notre définition d'une espèce menacée. Et alors, par régulièrement, on entend au moins 5 années. Donc, il faut que
Le critère, alors c'est valable pour l'ensemble des critères, il me semble. En tout cas, sur le critère C2, C5, C6, il faut qu'il soit franchi au moins 5 années afin de pouvoir prétendre au statut d'importance internationale. C'est la définition de régulièrement dans la convention de Ramsar, même si on s'est pas mal cassé les dents sur la définition même de certains de ces critères. Parce que dans la convention de Ramsar, il y a uniquement indiqué l'accueil d'espèces menacées. Ouais. Il y a rien marqué de plus, à part le fait que ça doit être un accueil régulier. Donc nous, on a considéré qu'à partir du moment où on avait un individu d'une espèce menacée, on avait le critère qui était franchi, s'il était franchi 5 années de suite. Mais on n'a pas, voilà, la convention ne donne pas plus de détails sur ce critère-là. Alors, juste pour compléter, parce que tu dis un individu ou quelques individus, ces individus d'une espèce qui est menacée d'extinction. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'espèces qui sont listées sur la directive oiseaux ou quoi que ce soit. On n'en est pas à cet ordre-là. C'est vraiment des espèces qui sont menacées d'extinction. Donc, chaque individu compte en quelque sorte. Donc, c'est pas non plus, c'est pas dénué de sens comme critère. Hein. Là, on a une question qui est, y a-t-il actuellement des soucis d'alimentation pour les oiseaux d'eau et faut-il en attendre, par exemple, s'il y a place de l'eutrophisation? Et je pense qu'il y a même d'autres soucis pour ce qui est alimentation des oiseaux d'eau. Je peux apporter quelques éléments. La meilleure protection pour les ressources d'eau, c'est la protection des habitats, c'est-à-dire protéger les zones humides, faire en sorte qu'elles ne soient pas polluées. Effectivement, pollution aux intrants qui favorisent l'eutrophication, ça, c'est pas très bon. En fait, paradoxalement, ça va favoriser certaines espèces de canards et pour d'autres espèces, pas forcément. Donc, je pense préserver les écosystèmes et notamment la qualité des habitats, c'est un des points majeurs à travailler pour améliorer les ressources disponibles aux espèces. Donc, c'est tout ce qui est pollution, destruction d'habitats, agriculture, urbanisme. Et puis, changement climatique, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas énormément travailler. Mais en fait, le changement climatique, les espèces ont des possibilités de répondre à ça en se déplaçant. Encore faut-il qu'il y ait des habitats là où elles arrivent. Donc, c'est la préservation des habitats qui est très importante. Et puis aussi les décalages phénologiques, tout ce qui est aussi les dynamismes prédateurs-proies qui vont être déréglés. Donc, c'est vrai que c'est des questions qui sont très complexes, en fait. Qu'en est-il des bilans en fait, parce que nous, on fait un bilan donc national. Il y a certains rapports qui sont donc internationaux, mais quelqu'un qui demande s'il y a des bilans plus régionalisés, voire même départementalisés. Gwen, je te laisse répondre à cette question. Je sais que tu as bossé sur ce genre de choses. Oui, donc en général, vous pouvez trouver, en général, c'est à l'échelle du département, même de la région, des synthèses locales, donc des effectifs recensés à la mi-janvier, qui sont disponibles sur les sites des principales ONG qui coordonnent les comptages. Donc, par exemple, en Bretagne, Bretagne Vivante réalise une synthèse à l'échelle de la région, mais également des synthèses à l'échelle départementale peuvent être disponibles. Et puis là, on est en train de travailler justement avec l'ensemble des coordinateurs pour faire des synthèses, pour mettre à leur disposition des synthèses à l'échelle des régions. C'est-à-dire qu'on en a fait déjà une pour la Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est très simple, hein, c'est très brut, ça donne les chiffres bruts, ça donne les gros sites. Mais c'est pour que justement les personnes localement puissent aussi appréhender ces effectifs et au plus local. Et donc actuellement, on travaille avec la région Grand Est et on va produire donc pour l'an prochain une synthèse régionale aussi Grand Est. Et puis petit à petit, si on peut aider les coordinateurs s'ils en ont besoin, ça sera des synthèses automatisées avec des parties textes qui racontent les conditions de recensement et puis les tendances dans le département ou les régions. Et donc, on travaille là-dessus, en tout cas, pour fournir aux coordinateurs des outils clés en main, pour réaliser ces synthèses. Mais vous pouvez en trouver, en tout cas, localement sur la plupart des associations ornithologiques qui coordonnent les comptages
En général, j'allais dire en général, pas... surtout si vous êtes déjà bénévole au comptage wetland, pour tout ce qui est les synthèses locales ou régionales, il faut demander à vos coordinateurs s'ils en font déjà une, et sinon que ça vous intéresserait que nous reviennent vers nous pour qu'on les aide à mettre des choses en place. L'impact de la grippe aviaire sur les populations d'oiseaux d'eau. Oui, je peux répondre parce que justement, j'ai vu avec les collègues européens là, récemment, en tout cas sur les populations limicoles, donc on attendait justement le retour là, des limicoles, notamment dans l'Ouache, en tout cas en mer des Wadden et en Angleterre, pour voir justement si lors de ces grands rassemblements pour les mues, notamment pour les mues post-nuptiales de ces espèces, on aurait des épisodes de mortalité. Et pour l'instant, on n'observe pas grand-chose. Je parle pour les limicoles, c'est ma spécialité. Donc, ce qu'on a vu auparavant, c'est que ça touchait principalement les espèces, ça a touché principalement les espèces au cœur de l'hiver. Là, sur les populations d'oiseaux marins, c'est vrai que c'était une première que ça touche les espèces pendant la période de reproduction. Et en tout cas, sur les limicoles, on n'a rien observé jusqu'ici, sur les gros spots de rassemblement en Europe de l'Ouest. Et Donc, après, en fait, pour les autres groupes, j'ai pas non plus eu pour l'instant d'alerte. En tout cas, la CMS suit ça après, les WA aussi. Ouais, donc en fait, les consignes restent les mêmes. Enfin, on garde un œil là-dessus quand même. On espère que ça va pas trop toucher les populations d'oiseaux d'eau cet hiver. Mais les consignes restent les mêmes. Si vous trouvez des oiseaux morts ou sous l'étal, faut pas les toucher. Il faut contacter les autorités, mais il faut surtout pas les ramener dans les centres de soins puisque on n'a pas il n'y a pas moyen de quarantaine et ça risque de contaminer les autres. Donc pour le moment, il n'y a pas d'inquiétude, mais on garde un œil sur l'évolution de ce qui se passe. Donc voilà, on va peut-être s'arrêter là. Donc je voulais vraiment remercier, on continue à remercier tous nos coordinateurs et tous les observateurs parce que quand même sans eux il n'y a pas de wetland clairement. Donc un grand merci à vous tous. Et merci vraiment à tous nos intervenants, donc Gwen, Laura, Fabien et Ellie, vraiment merci d'avoir participé à ça. Et puis merci à tout le public qui j'espère que ça va répondre à vos questions et que vous avez apprécié cette soirée. Merci à tous et bonne soirée.